Bienvenue à tous et à toutes, et notamment aux élèves des classes de 4e du collège Charlotte Delbo de Tronget, pour ce qui constituera la séquence 6 de notre programme d'histoire. Alors, avec cette séquence 6, nous allons enfin, comme son titre l'indique, en finir avec la Révolution française, puisque nous allons étudier le Consulat et le Premier Empire, c'est-à-dire la période qui s'étend de 1799 à 1815, avec comme question problématique générale à l'ensemble de la séquence: Napoléon Bonaparte a-t-il poursuivi ou a-t-il trahi l'œuvre de la Révolution française de 1789? Alors en fait, nous allons à travers le scénario pédagogique de la séquence courir deux lièvres à la fois, si je puis dire, parce que nous allons voir comment s'est achevée cette Révolution française, d'une part, mais nous allons aussi croiser une des figures les plus importantes de l'histoire de France, toutes époques confondues, à savoir la personnalité de Napoléon Bonaparte, qui va être en quelque sorte le fil rouge de toutes les séances de la séquence, à commencer bien sûr par la première, celle d'aujourd'hui: Napoléon Bonaparte, acteur de la Révolution française. En fait, nous allons à la fois procéder comme d'habitude, en début de séquence d'histoire, et également en même temps très différemment. Ce que je veux dire par là, c'est que nous allons, comme d'habitude, planter le décor spatial et nous allons donc dresser une carte de la séquence, associée à la séquence, à la fin de la Révolution française. Ça, c'est comme d'habitude. Ce qui est un peu différent, c'est que ça va être une carte quasi biographique, puisque attachée à la personnalité de ce Napoléon Bonaparte, dont il faut bien quand même que nous le voyions apparaître, sinon il va tomber comme une mouche dans la soupe, hein, dans le potage, sans qu'on sache bien vraiment qui il est. Donc il est très important de faire connaissance avec le personnage depuis sa plus tendre jeunesse. Et du coup, et ça c'est différent de d'habitude aussi, exceptionnellement, avec cette séance 1, il y aura une leçon à apprendre, à mémoriser sur la vie, l'œuvre du jeune Bonaparte. Et la problématique de la séance est donc la suivante: dans quelles circonstances Napoléon Bonaparte a-t-il joué un rôle grandissant dans le déroulement de la Révolution française? Alors, quelques éléments de biographie de la prime jeunesse de Napoléoné Buonaparte, puisque tel est son véritable nom, hein, Napoléoné Buonaparte, ça sonne un peu méditerranéen, même italien, et pour cause, Bonaparte est né en Corse, sur l'île de Corse. Il est né à Ajaccio, c'est-à-dire au sud-ouest de l'île, si vous regardez la diapositive. Que puis-je vous dire d'autre? Il est de toute petite famille noble, rurale, pauvre corse, hein. Son père s'appelle Charles Bonaparte. Il fait le métier de notaire. Que puis-je vous dire d'autre? Il est le quatrième enfant de la famille, mais le deuxième survivant. Seul Joseph est plus âgé que lui, c'est son frère aîné. Bon, dans les familles nobles de l'époque, avoir de nombreux frères et sœurs, c'est assez banal. Il est né en Corse et à ce titre, il est né en 1769, oui, je ne vous avais pas encore donné la date, et à ce titre, il s'en est fallu de très peu qu'il ne naisse pas français, puisque jusqu'à l'année précédente, l'île de Corse appartenait à la République de Gênes, avant que celle-ci, par un traité, ne cède
ses droits à la France de Louis XVI. Donc vous voyez que ça s'est joué à peu, et il est clair que toute sa vie, Napoléon Bonaparte gardera l'accent chantant de son île, parlera beaucoup mieux l'italien que le français. Et ça lui vaudra aussi, lors de ses années de jeunesse et d'apprentissage, bien des moqueries de la part de ses petits camarades de France métropolitaine, qui se moqueront de cet enfant qui parle assez mal le français et qui l'écrit encore plus mal, avec force faute d'orthographe, et que l'on surnommera avec dérision la paillonnée, parce que c'est une déformation humoristique de Buonaparte. Mais ce Bonaparte se révèle un enfant particulièrement prometteur et intelligent. À 10 ans, il gagne le continent, c'est comme ça que l'on dit quand on est corse et que l'on se rend en France métropolitaine. Son père a réussi à lui faire intégrer l'Académie militaire royale. Et le jeune Bonaparte va fréquenter plusieurs écoles, notamment à Autun. Il va visiter un peu la France, et il va laisser derrière lui le souvenir d'un élève non pas excellent, mais brillant. Parfois meilleur, paraît-il, que ses propres professeurs. On le voit sur l'aquarelle qui se trouve à droite de votre diapo. Si vous regardez attentivement, pendant que ses petits camarades sont en train de jouer au jeu de leur âge, à chat perché ou autre, dans la cour de récréation, le jeune Bonaparte, qui est assez ombrageux, qui est assez solitaire, qui ne passe pas pour un enfant très populaire, très causant, lui, il préfère étudier, il préfère s'avancer. Et si vous regardez bien à l'arrière-plan sur le mur, on devine dans la lueur de la lampe de l'étude, on devine une carte de l'Europe, et on devine la silhouette du jeune Bonaparte devenu l'homme adulte, celui qui sera plus tard le maître du continent européen. Bon, la part de Job, l'artiste, c'est assez facile, puisque Job a représenté cette œuvre bien après la mort de Napoléon, à une époque où on savait effectivement qu'il était devenu le grand empereur de France et le maître de l'Europe. Bonaparte est un élève brillant, vous ai-je dit, ce qui va lui permettre d'intégrer l'arme des matheux, l'arme des bons en mathématiques, c'est-à-dire pas la cavalerie, c'est-à-dire pas l'infanterie, ni même la marine. Il va intégrer l'artillerie. Et à ce titre, Bonaparte va gravir tous les échelons, d'abord simple sous-officier, puis officier, et il va sortir de l'anonymat lors de la Révolution française en 1793. Auparavant, il est trop jeune, il ne joue aucun rôle. On sait, puisqu'il en a témoigné, que Bonaparte a assisté, mais simplement en tant que spectateur, à la prise des Tuileries par les Parisiens le 10 août 1792. Et il en a conçu vis-à-vis de Louis XVI, ce roi déchu, ce roi arrêté par son peuple et qui sera d'ailleurs guillotiné quelques mois plus tard. Il en a conçu un mépris, j'oserais presque dire royal, pour ce roi qui s'est fait renverser par son propre peuple. Mais, disais-je, c'est en 1793, l'année d'après, que Bonaparte va devenir véritablement acteur de la Révolution, lorsqu'il va se couvrir de gloire, je n'entre pas trop dans le détail, mais il va se couvrir de gloire à la bataille de Toulon pour reprendre la ville et surtout le port de Toulon, tombé aux mains des Anglais. Et le jeune Bonaparte va se faire remarquer par sa bravoure, qui va lui valoir aussi une blessure à la cuisse, parce que le jeune Bonaparte, vous le voyez en train de charger les habits rouges, et il s'apprête à recevoir un coup de baïonnette dans la cuisse. Et en général, ce genre de blessure ne pardonne pas,
parce que une blessure à la cuisse, si elle vous laisse vivant, vous condamne le plus souvent à l'infirmité, parce que les chirurgiens militaires de l'époque, ils connaissent pas 36 manières de soigner les blessures de guerre. En général, c'est l'amputation, avant que ne vienne s'installer la gangrène, c'est-à-dire que le corps ne se mette à pourrir et que le soldat blessé n'en meure. Donc l'idée, c'est d'amputer à la scie, euh, et pendant d'ailleurs que le soldat est en pleine connaissance de ses moyens, puisqu'on ne les endort pas à coups de chloroforme à l'époque. D'où d'ailleurs une anecdote assez célèbre, que je vais vous raconter maintenant. Peut-être connaissez-vous l'expression casser sa pipe. Casser sa pipe, c'est une expression familière qui veut dire mourir. Ben, elle remonte à l'époque de Napoléon Bonaparte, parce que justement, quand un soldat devait être amputé d'un bras ou d'une jambe à vif, avec le chirurgien qui lui sciait le membre sous les yeux, le soldat, pour éviter de crier, d'hurler dans les oreilles du chirurgien, il mordait sa pipe. Seulement, il arrivait que le soldat fasse une crise cardiaque, on peut bien comprendre pourquoi, et dans ce cas-là, eh bien, il lâchait sa pipe et qui se brisait au sol, et le chirurgien arrêtait immédiatement de scier, parce que ça voulait dire que le soldat était mort. Donc on passait au suivant. Eh bien, Bonaparte, et ça c'est un des traits de caractère de la jeunesse de Bonaparte, va survivre à sa blessure. Et vous verrez que Bonaparte est né sous une bonne étoile, qu'il en était convaincu, et que à ce titre, il a été favorisé par la chance, par le talent aussi, hein, bien sûr, et il a échappé à la mort à de nombreuses reprises. Bonaparte, c'est avant tout un trompe-la-mort. L'épisode de la reprise du port de Toulon aurait pu être un épisode sans lendemain, d'autant plus sans lendemain d'ailleurs qu'avec la chute de Robespierre en juillet 1793, Bonaparte va même être momentanément arrêté, parce que les enquêteurs de police saisissent les papiers de Robespierre qu'ils ont fait guillotiner, et ils découvrent une lettre du frère de Robespierre vantant les mérites du jeune Bonaparte, recommandant Bonaparte à Maximilien de Robespierre. Il n'en faut pas plus pour que Bonaparte soit considéré comme un proche de Robespierre. Et au moment de la chute de Robespierre, ça peut être passible de la peine de mort, mais là encore, chance extraordinaire, Bonaparte est relâché sans avoir été guillotiné. Et il va revenir à la lumière de la Révolution en 1795, lorsque Bonaparte se retrouve à point nommé pour briser une tentative de coup d'État royaliste en plein Paris. Et on aperçoit à l'arrière-plan de la gravure de gauche, toujours une aquarelle de Job, Bonaparte commandant ses canons, hein, n'oubliez pas qu'il est artilleur. Il fait charger les canons à mitraille, en fait c'est pas compliqué, vous remplacez des boulets par des boîtes de conserve remplies de clous, et vous tirez à mitraille contre les royalistes qui se sont réfugiés devant les marches de l'église, sur les marches de l'église Saint-Roch à Paris. Et Bonaparte les a pulvérisés façon puzzle, et il a sauvé ainsi la Révolution et le gouvernement du Directoire. Et ça va permettre à Bonaparte de sortir définitivement de l'anonymat. Il est le général qui a sauvé la République et la Révolution. Les 300 royalistes hachés menus sur les marches de l'église Saint-Roch à Paris ouvrent à Bonaparte les portes de la gloire, et particulièrement des salons parisiens. Le jeune Bonaparte devient la coqueluche du tout Paris, entendez par là le people
que tout le gratin parisien veut avoir dans son salon, un peu comme un trophée. Et Bonaparte va être invité par une jeune veuve qui mène une vie fort riche, notamment en aventures, j'allais dire extra-conjugales, mais son mari est mort, il était général sous la Terreur, il s'appelait Beauharnais et malheureusement pour lui, il a été guillotiné pour insuffisance de résultats, comme j'avais eu l'occasion de vous le dire, je crois, lors d'une séance précédente. Et cette veuve Beauharnais, qui multiplie les aventures sans lendemain, va tomber amoureuse de ce jeune général aux cheveux longs, au nez en bec d'aigle et à cet accent chantant italien qu'incarne Napoléon Bonaparte. Et comme elle a de très nombreuses relations, la veuve Joséphine de Beauharnais, puisqu'elle couche, elle est la maîtresse d'un des directeurs du directoire, c'est-à-dire le gouvernement républicain de l'époque, elle va obtenir pour son mari, parce que oui, elle va épouser Bonaparte, qui est fou amoureux d'elle, elle va obtenir pour son mari le commandement de l'armée d'Italie. Cette armée qui a pour mission d'aller porter la guerre de l'autre côté des Alpes, donc en terre italienne, pour combattre l'Autriche, affaiblir l'Autriche, et puis aussi accessoirement remplir les caisses de la République française avec tout ce que l'armée de Bonaparte pourra piller. C'est l'image en haut à droite où on voit les Français qui reviennent avec des chariots remplis d'à peu près tout ce qu'ils ont pu voler à la population. Le problème, c'est que contrairement à ce que laissent entendre les deux images de droite du diapo, c'est que cette armée d'Italie, en fait, elle n'existe véritablement que sur le papier. C'est-à-dire que oui, Joséphine de Beauharnais a réussi à obtenir le commandement de cette armée pour son jeune mari, mais en réalité cette armée n'existe pour ainsi dire pas. Elle est composée de quelques milliers d'hommes qui n'ont pas de chaussures pour la plupart d'entre eux. Et donc a priori peu de chances de bien figurer contre un ennemi autrichien particulièrement puissant, bien équipé. L'armée d'Autriche à l'époque passant pour une des meilleures d'Europe. Donc c'est un combat perdu d'avance, mais Bonaparte va se révéler non seulement chanceux comme d'habitude, ambitieux aussi toujours, mais il va se montrer un véritable meneur d'hommes. Il s'adresse à ses soldats en leur disant: soldats, vous n'avez rien, vous êtes démunis de tout. Vous allez pieds nus sur la route, mais si vous me faites confiance, je vous rendrai riche et je vous apporterai la gloire. Et ça n'a l'air de rien, mais ce discours va galvaniser, va motiver les troupes, et Bonaparte va se faire connaître non plus seulement à l'intérieur des frontières de la France, mais il va se faire connaître dorénavant dans toute l'Europe. En effet, la campagne d'Italie, alors par campagne, il faut comprendre que sur le plan militaire, ça désigne un ensemble de batailles dans un même théâtre d'opération, c'est-à-dire dans une même zone de guerre. Donc cette campagne d'Italie, qui va durer au cours de l'année 1796 pour l'essentiel, va voir le jeune Bonaparte se couvrir de gloire puisqu'il va battre et même écraser à plate couture les Autrichiens à plusieurs reprises. Et alors, je ne résiste pas au plaisir de vous raconter une anecdote célèbre, d'autant plus célèbre qu'elle a été immortalisée par de nombreux peintres, à commencer par le peintre Jacques-Antoine Gros, c'est l'image de droite, où sur presque un zoom de photographe, un très très gros plan, on voit le jeune Bonaparte avec un drapeau qu'on devine évidemment être le drapeau tricolore, se lancer sur un pont
qui enjambe une rivière. On est donc dans le nord de l'Italie. On est dans une petite bourgade qui s'appelle Arcole. Les Français sont d'un côté du pont, les Autrichiens sont de l'autre. Bonaparte a l'intention de franchir le pont. Mais évidemment, les soldats français qui s'engagent sur le pont se font tirer dessus à bout portant, et bien entendu, ben, les Français reculent, hein, parce que c'est un vrai massacre. Ça énerve Bonaparte, qui prend un drapeau tricolore et qui se décide à donner l'exemple, quitte à mourir, parce que c'est un véritable suicide qu'il est en train de faire. Il se rue devant les Autrichiens. Il se retourne pour, comment dirais-je, voir la réaction de ses soldats, de ses propres soldats, qui effectivement se disent que, comment? Un officier qui se planque pas derrière ses hommes, un général qui au contraire est devant eux, il leur met la honte, littéralement. Donc les soldats se ruent derrière leur général, comme il court plus vite que lui passe même devant. Et la salve qui devait tuer Bonaparte va tuer l'aide de camp de Bonaparte, va tuer de nombreux soldats, mais Bonaparte est vivant. Quand je vous dis que c'est un grand chanceux, alors vous allez me dire, oui, mais le temps pour les Autrichiens de recharger leurs fusils, et la prochaine salve abattra Bonaparte. Eh ben non, parce que figurez-vous que c'est le scénario qui aurait dû se passer. Bonaparte aurait dû mourir sur ce pont d'Arcole. Mais comme c'était un petit pont, qui n'avait peut-être pas été très bien entretenu et qu'on s'était battu dessus, et bien ce petit pont de bois choisit de s'effondrer sous les pieds de Bonaparte. Alors évidemment, Bonaparte va boire la tasse, c'est sûr que c'est pas très glorieux pour lui, mais en même temps, ça lui sauve la vie. Et ce qui se passe, c'est que les Français, bon bah du coup, ils renoncent à franchir le pont, puisque le pont s'est écroulé, et Bonaparte franchira la rivière dès le lendemain, à un autre endroit, et cette fois-ci, il écrasera les Autrichiens. Donc vous voyez qu'on retrouve là tout ce qui fait le cocktail de réussite de Bonaparte, à savoir la chance, le courage, même le culot, la témérité on pourrait dire, et aussi le talent. Mais Bonaparte n'est pas uniquement ce général talentueux, chanceux, culotté, c'est aussi un homme qui est dévoré par l'ambition. Et il va les révéler lors de cette campagne d'Italie, puisque Bonaparte non seulement va très très largement dépasser les objectifs qui lui avaient été assignés par le gouvernement républicain du Directoire, mais Bonaparte va carrément négocier avec les Autrichiens. On le voit sur la gravure que vous avez à gauche sous les yeux. Il va négocier avec l'émissaire de l'empereur d'Autriche, un certain Koblenz. Il va négocier le traité de paix de Campo Formio du 18 octobre 1797. Ici, vous regardez bien, vous avez à droite la dernière page du traité de paix et vous voyez la signature des différents acteurs du traité de paix et on reconnaît très très lisiblement, avec un gros trait rageur bien surligné sous le nom, on reconnaît bien l'écriture de Bonaparte. Et en fait, Bonaparte a outrepassé les ordres du Directoire. Le Directoire qui commence à se méfier de ce général un peu trop chanceux, un peu trop populaire, un peu trop brillant, le Directoire a ordonné à ce général de laisser le gouvernement négocier avec les Autrichiens et Bonaparte a décidé de désobéir et de négocier par lui-même. Bonaparte n'en fait qu'à sa tête. Et ça aussi, c'est un de ses traits de caractère. Du coup, quand Bonaparte rentre à Paris en décembre 1797, il est reçu en héros. Il est félicité par le Directoire. Il retrouve les bras de son épouse Joséphine de Beauharnais qui n'a pourtant pas cessé de le tromper pendant toute la période de la campagne d'Italie. Mais
comment dire, Bonaparte n'est pas satisfait, le Directoire non plus. Le Directoire est devenu très méfiant, parce que le Directoire est ce gouvernement républicain très impopulaire, qui avait déjà failli être renversé en 1795, qui n'avait dû son salut à l'époque déjà qu'à Bonaparte, et pour le Directoire, Bonaparte devient un homme vraiment dangereux, parce qu'incontrôlable. Et s'il prenait la fantaisie à Bonaparte de prendre le pouvoir par un coup d'État militaire, il n'est pas douteux que Bonaparte y pense, ambitieux comme il est, et s'il n'y pense pas maintenant, il y pensera un jour. Il faudrait donc se débarrasser de Bonaparte. Quant à Bonaparte, il n'est pas très satisfait non plus parce que l'homme est tellement dévoré par l'ambition que il trouve que sa carrière manque de relief, que en fait, lui qui est encore si jeune, n'en a pas assez fait. Bonaparte n'arrête pas de se dire qu'à son âge, le grand conquérant qui était Alexandre le Grand dans l'Antiquité avait fait plus que lui au même âge. Et Bonaparte a des envies d'ailleurs. Il a des envies d'exotisme, il a des envies d'Orient. Et il se demande même s'il ne va pas quitter la France pour aller faire carrière chez le sultan de Turquie, par exemple, ou même aux Indes. Et du coup, les deux protagonistes de notre histoire, le Directoire et Napoléon Bonaparte, vont tomber d'accord pour mettre sur pied une campagne d'Égypte. L'Égypte, pourquoi l'Égypte? Eh bien, tout simplement parce que ça correspond à la soif d'Orient de Bonaparte qui veut aller clairement ailleurs, il veut prendre l'air. Donc l'Égypte au sud de la Méditerranée, au nord-est de l'Afrique, ça lui convient très bien. Quant au Directoire, eh bien, attaquer l'Égypte, c'est attaquer les Anglais, puisque les Anglais sont présents dans cette région, c'est attaquer les alliés des Anglais, c'est-à-dire l'Empire ottoman. Donc il y a une certaine cohérence à cela, et surtout l'Égypte, c'est loin, c'est très loin. Bonaparte sera beaucoup moins dangereux quand il sera en Égypte, et puis l'Égypte, c'est un pays dangereux. Tout peut arriver en Égypte. Le général Bonaparte peut faire une mauvaise rencontre en Méditerranée, il peut être coulé par la flotte anglaise, il peut faire naufrage. Et puis s'il ne meurt pas noyé au milieu de la Méditerranée, peut-être que les sables du désert d'Égypte blanchiront ses ossements. Il mourra peut-être de soif ou il sera peut-être décapité par les Mamelouks, c'est-à-dire les soldats de l'Empire ottoman, ou il sera peut-être tué par une balle anglaise. Bref, il ne reviendra jamais. Et au fond, c'est ce que souhaite le Directoire. Bon, je crois que vous avez maintenant bien compris les traits de caractère dominants de Napoléon Bonaparte. C'est un général particulièrement chanceux, particulièrement talentueux, particulièrement ambitieux. Rien, aucun obstacle ne l'arrête. Donc Bonaparte va traverser la Méditerranée à la barbe des Anglais. Il va débarquer en Égypte. Il va se couvrir de gloire lors de la campagne d'Égypte de 1798-1799, au cours de nombreuses batailles au cours desquelles il va en particulier écraser les Mamelouks, les cavaliers turcs, les cavaliers égyptiens de l'Empire ottoman, en particulier au cours de la célèbre bataille des pyramides, les pyramides de Khéops, Képhren et Gizeh, quasiment aux portes de la ville d'Alexandrie. Bonaparte aurait tenu ce célèbre propos pour mobiliser ses troupes, pour les motiver pour le combat. Soldats, du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. Et effectivement, Bonaparte va donc, là encore, briller par son génie et par sa capacité à vaincre un ennemi en théorie plus puissant que lui. Petite parenthèse,
Petite parenthèse culturelle, hein. C'est l'occasion pour moi de vous dire qu'à travers cette campagne d'Égypte de 1798-1799 va naître se propager en Europe, particulièrement en France et puis plus tard au Royaume-Uni, dans toute l'Europe, va se propager un mouvement, une mode, si vous voulez, une mode culturelle qu'on appellera l'égyptomanie. C'est-à-dire qu'on va redécouvrir à travers la campagne d'Égypte de Bonaparte, on va redécouvrir les pyramides, les pharaons, Ramsès, le Sphinx, etc., etc. C'est-à-dire l'Antiquité égyptienne telle qu'elle avait brillé de mille feux il y a de cela plusieurs millénaires et qui avait été complètement oubliée ou laissée de côté par la suite. Et alors pourquoi cette égyptomanie? Eh bien tout simplement parce que Bonaparte n'emmène pas avec lui que des militaires. Évidemment qu'il emmène d'abord des militaires puisqu'il va faire une conquête guerrière, il lui faut des soldats, mais il emmène avec lui dans son expédition un certain nombre d'artistes qui vont donc réaliser comme Frédéric Louis Norden sur cette gravure, qui vont représenter des croquis, des dessins extrêmement précis et détaillés, des véritables photographies à une époque où la photographie n'existe pas. Ils ramèneront leurs dessins en France et ça va être à l'origine de cette égyptomanie très caractéristique de l'Europe du 19e siècle. Et il n'y a pas que des artistes qui viennent se joindre à cette expédition de Bonaparte en Égypte, il y a aussi des savants. Et parmi eux, un certain Jean-François Champollion, qui est resté célèbre dans l'histoire de l'humanité parce qu'il fut celui qui déchiffra l'écriture sacrée des Égyptiens, celle que les scribes écrivaient sur les tablettes d'argile ou sur les murs des chambres funéraires des pyramides égyptiennes, les fameux hiéroglyphes dont on avait perdu totalement la signification. Et Champollion va étudier une pierre, c'est une sorte de stèle que vous avez en photographie en bas à gauche de la diapo, une pierre dite de Rosette. Alors tout simplement parce que trouvée dans le delta du Nil, à l'extrémité occidentale du delta du Nil, pas très loin d'ailleurs d'Alexandrie, dans le village de Rosette, d'où son nom. Et alors il se trouve que cette pierre, elle est écrite en 3 langues. C'est un décret de loi d'un pharaon égyptien qui devait, je crois, s'appeler Ptolémée V, qui avait pris une décision au IIe siècle avant Jésus-Christ, qui avait pris soin de le faire écrire en hiéroglyphes, cette fameuse langue des dieux égyptiens que plus personne ne savait lire, mais aussi dans un égyptien plus populaire qu'on appelait le démotique. Bon, le problème, c'est que cet égyptien démotique, là non plus, plus personne ne savait le lire. Mais heureusement, cette pierre de Rosette possédait une 3e version qui n'était autre que le grec antique. Or, il se trouve que le grec antique, même si c'est plus une langue véritablement vivante déjà à l'époque, on sait encore le lire, on sait encore l'écrire et le traduire. Et en passant par le texte grec, Champollion va réussir à percer le secret des hiéroglyphes. Et pour la petite histoire, les Anglais vont s'emparer de la pierre de Rosette en 1801, et c'est ce qui explique pourquoi, si vous tenez absolument à admirer l'original, la pierre originale, parce qu'il en existe des moulages, il faut vous rendre aujourd'hui au British Museum de Londres. La pierre de Rosette est probablement l'une des œuvres les plus célèbres de ce musée, qui est l'un des plus riches au monde. La pierre de Rosette est au British Museum, ce que la Joconde de Vinci est au musée du Louvre à Paris.
Voilà, c'était la fin de notre petite parenthèse culturelle. Bonaparte se couvre de gloire en Égypte, vous disais-je, mais en même temps, Bonaparte s'enlise. Il s'enlise face aux Anglais qui n'arrivent pas à vaincre. Et Bonaparte a le sentiment qu'il est en train de laisser passer sa chance. Il sait que le Directoire est une véritable pomme pourrie, prête à tomber de l'arbre. Il sait qu'il n'y a pratiquement plus qu'à tendre la main pour prendre le pouvoir en France. Mais Bonaparte se rend compte qu'au fond, il a été bien bête de choisir de s'exiler en Égypte, parce qu'en quittant la France, il laisse l'occasion à un autre général, peut-être moins talentueux que lui, peut-être moins populaire que lui, mais aussi ambitieux que lui, croyez-moi, il y en a beaucoup à l'époque, et ben, il sait qu'il est en train de lui laisser la chance de prendre le pouvoir à sa place. Donc Bonaparte va décider de rentrer. Et vous avez compris le concept, Bonaparte n'en fait qu'à sa tête, il nous l'avait déjà prouvé en signant à la place du Directoire le traité de Campo Formio de 1797 avec l'Autriche. Eh bien Bonaparte choisit, alors qu'il a reçu des ordres contraires, choisit de rentrer en France. Il échappe aux Anglais, il retraverse la Méditerranée, mais cette fois-ci du sud vers le nord. Il échappe aux Anglais qui l'ont probablement laissé volontairement passer parce qu'ils savaient que son intention était de prendre le pouvoir en France et ils espéraient bien, les Britanniques, que Napoléon apporterait encore plus de chaos en prenant le pouvoir et que du coup il affaiblirait la France. Donc c'est par calcul probablement que les Anglais le laissent passer. Bonaparte débarque à Fréjus, dans le département du Var aujourd'hui, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, et il rentre à Paris. Nous sommes le 8 octobre 1799. Le 18 Brumaire en 8, autrement dit le 9 novembre 1799, selon qu'on parle en calendrier révolutionnaire ou en calendrier grégorien, le nôtre aujourd'hui, Bonaparte va réaliser enfin son rêve. Il va prendre le pouvoir, il va faire son coup d'État qui est resté dans l'histoire de France comme sous le titre du coup de Brumaire 1799. On appelle aussi parfois Bonaparte l'homme de Brumaire, pour souligner qu'il prend le pouvoir par un coup d'État. Alors, je vous passe les détails de ce coup d'État. Sachez que sur le tableau fort célèbre, je crois bien qu'il est encore de Jacques-Antoine Gros, on voit Bonaparte entouré par une foule de parlementaires à qui le général vient annoncer qu'il a pris le pouvoir. Et comme vous pouvez le voir, on est à un moment clé du coup d'État. Parce que en fait Bonaparte a failli rater son coup d'État. Ça s'est joué à très très peu parce que les hommes qui l'entourent et qui sont revêtus de pourpre ne sont pas là pour le féliciter, bien au contraire. Ils s'apprêtent à faire passer un mauvais quart d'heure à Bonaparte, et Bonaparte ne doit son salut qu'à ses soldats qui vont intervenir. On les voit avec les gros bonnets à poil en poil d'ours du Canada. Les soldats de Bonaparte vont chasser les parlementaires à coups de poing, à coups d'épée, et Bonaparte va réaliser son rêve, celui de prendre le pouvoir. Et il va, parce que c'est un homme qui est aussi très pressé, vous l'aurez remarqué, c'est une autre de ses caractéristiques, un autre de ses traits d'esprit. Bonaparte va se faire proclamer consul, reprenant ainsi un titre qui existait déjà sous la République, oui, mais la République de Rome, dans l'Antiquité. Et dans un premier temps, Bonaparte va partager le pouvoir avec deux autres consuls. On va appeler ça le triumvirat, parce qu'ils sont trois
à se partager la charge, mais les deux autres, Cambacérès et Lebrun, en réalité sont des figurants, et Bonaparte s'en débarrassera de manière très pacifique, hein, en les couvrant d'or et d'honneur, et Bonaparte va finir par gouverner tout seul. On le voit sur un portrait là en bas à droite de la diapo, et là il est devenu le premier consul de la République française. Alors, on a vu à peu près tout ce qu'il fallait voir, et comme vous pouvez le remarquer, Bonaparte, hein, il a eu une jeunesse particulièrement active, hein, sur le plan historique, hein, donc essayons de mettre ça maintenant en carte. Donc commençons par Bonaparte, simple spectateur de la prise des Tuileries en 1792, comme tant d'autres Parisiens. Puis Bonaparte, acteur, hein, en 1793, lors de la reprise du port de Toulon face aux Anglais, dans le sud de la France. Puis Bonaparte, sauveur de la République et sauveur du Directoire en écrasant une rébellion royaliste à Paris en 1795. Si ça va un peu trop vite, n'hésitez pas à me mettre sur pause, hein, profitez-en, hein. Je ne me vexerai pas. Puis Bonaparte, le général en chef de l'armée d'Italie, qui se couvre de gloire face aux Autrichiens en 1796-1797, hein, rappelez-vous la bataille du pont d'Arcole. Bonaparte qui affiche son indépendance vis-à-vis du pouvoir politique, son mépris même vis-à-vis du pouvoir politique incarné par le Directoire, et qui se révèle aussi diplomate, qui se révèle un fin négociateur, et qui obtient des Autrichiens le traité de paix de Campo Formio. Puis Bonaparte et ses envies d'Orient, qui marche sur les traces d'Alexandre le Grand et qui va donc mener sa brillante campagne d'Égypte en 1798-1799. Et enfin, pour finir, Bonaparte qui se décide à rentrer précipitamment en France, de peur qu'un autre ne lui vole un pouvoir politique qui ne demande plus qu'à se donner à lui. Et c'est le coup d'État donc de Brumaire en 8. Voilà, à l'arrivée, ça nous donne donc cet itinéraire un peu simplifié, hein, mais c'est pas très grave, d'un homme donc encore une fois particulièrement talentueux, particulièrement chanceux, particulièrement ambitieux et aussi particulièrement pressé. Napoléon Bonaparte. Voilà, c'est cet homme qu'il nous fallait découvrir, dont il nous fallait prendre connaissance des actes les plus importants de sa jeunesse, puisque c'est lui dorénavant qui va être notre fil rouge, encore une fois, pendant tout le reste de la séquence. Et je vous laisse maintenant découvrir, lire, comprendre et apprendre, dans cet ordre-là, la leçon intitulée Napoléon Bonaparte, acteur de la Révolution. Et dans cette trace écrite, vous retrouverez à peu près tout ce que nous venons de voir. Je vous en souhaite donc un bon apprentissage et je vous dis à bientôt.